Donc, c'est la journée mondiale de la MPOC. C'est une journée qui est très... Allons discuter. J'écoutais les nouvelles hier sur une maladie chronique qui est très importante et qui va affecter de plus en plus de Canadiens, que tout le monde connaisse bien, qu'on appelle l'Alzheimer. La MPOC, c'est l'Alzheimer du poumon. Au lieu de perdre la mémoire, qu'est-ce qu'on perd? On perd le souffle. C'est une maladie qui regroupe des termes plus génériques que les gens connaissent bien, comme la bronchite chronique, l'emphysème. On peut voir ici sur le dessin qu'on a une limitation au niveau de l'entrée et de la sortie d'air, donc à cause du dommage qu'on a au niveau des voies respiratoires. Et on a une atteinte du poumon proprement dit, et donc une atteinte des échanges comme l'oxygène. En plus de ça, la maladie va être associée à des épisodes aigus qu'on appelle des exacerbations. On pourrait parler ici, pour faire le parallèle avec la crise cardiaque, on pourrait parler de la crise pulmonaire. Les exacerbations sont à la MPOC, ce que l'infarctus du myocarde est à la maladie coronarienne. Est-ce qu'on lui donne la même importance? Non. Pourquoi? Après 30 ans, je n'en suis pas encore certain. Typiquement, un malade arrive avec des douleurs rétrosternales, une histoire d'une maladie coronarienne à l'urgence. On l'amène immédiatement dans une salle qu'on appelle la salle de réanimation. On le met sur moniteur, on lui injecte des médicaments. Immédiatement, lorsqu'on a pu le stabiliser, on le monte à l'unité coronarienne et il y a une prise en charge qui est faite déjà à ce moment-là, jusqu'à ce que le patient quitte l'hôpital avec tous les médicaments nécessaires pour contrôler, une fois qu'on a sauvé la vie du patient, la maladie chronique sous-jacente. On a un patient avec une histoire de MPOC qui arrive à l'urgence, une exacerbation, on le met dans le coin. Si on a une urgence qui est vraiment surchargée, il va rester dans le corridor. On va lui mettre un masque. On va lui dire encore une fois, monsieur, madame une telle, ça fait déjà 2 fois, 3 fois que vous venez cette année. Et on va essayer de trouver le moyen le plus rapidement possible. Si on est capable de l'envoyer chez lui, on va l'envoyer chez lui. S'il y a un lit à l'étage, il semble qu'il a besoin d'être admis, il va être admis. Et quand il va sortir de l'hôpital, tous ses médicaments vont être mêlés. Ce n'est pas l'histoire naturelle de la maladie, mais c'est une histoire, qui se répète trop souvent. Donc, l'exacerbation n'est pas une vulgaire bronchite. Et on va revenir sur ce point-là. C'est quoi cette maladie-là et c'est quoi son importance? Près d'1 million de Canadiens de 35 ans et plus, et il y en a probablement 1 autre million qui ne sont pas connus. C'est pour ça que je faisais tantôt l'appariement avec une autre maladie qu'on appelle l'Alzheimer. Et souvent, au moment où on diagnostique, les gens sont déjà très symptomatiques. Au moment où on diagnostique l'Alzheimer, les gens ont déjà perdu beaucoup de la mémoire. Ils ont eu toute une période où ils ont essayé de s'adapter. Ce n'est plus une maladie des personnes âgées. Donc, le visage de la maladie a changé dans les 20-30 dernières années. Plus de 50% des patients sont moins de 65 ans. Si je parle à des gens de 18 ans et moins, des moins de 65 ans ou alentour de 65 ans, ça semble vieux. Mais si je parle à l'ensemble de la population,
en bas de 65 ans, c'est jeune actuellement. Donc, on doit y penser, même quand les gens sont plus jeunes. C'est quoi le problème principal? Et ça, c'est une étude canadienne ici, c'est qu'au moins 50% ne sont pas diagnostiqués. Et on parle de patients qui ont souvent perdu. Lorsqu'on parle de Goal 2, ici, c'est une sévérité modérée. Les gens ont déjà perdu 50% de leur capacité respiratoire. Et même dans ce groupe-là, plus de 50% des gens ne sont pas diagnostiqués. On a parlé, bien sûr, de l'exacerbation, la crise pulmonaire. Saviez-vous que la MPOC, c'est la cause numéro 1 des hospitalisations et réhospitalisations au Canada? Qui sait ça? Si je demande en général, même à nos administrateurs d'hôpitaux, souvent, ces chiffres-là ne sont pas connus. C'est aberrant. C'est à venir, d'ici très peu, la 3e cause de décès au monde. Si je demande aux gens de me nommer les 5 causes les plus fréquentes de mortalité, pensez-vous que la MPOC va en faire partie? Non. Savez-vous que la MPOC est la 2e cause de décès en Inde? Et qu'en Chine, dans certaines parties de la Chine, la MPOC est la 1re cause de décès? Les facteurs de risque, la cigarette et la cigarette. On le sait, ça. Mais il y a d'autres facteurs de risque. Et on est en train de découvrir qu'on a bien des gens, et c'est peut-être pour ça que le diagnostic ne se fait pas chez beaucoup de gens qui n'ont pas fumé, mais qui pourraient aussi avoir une MPOC. Et si quelqu'un a fumé et qu'il a la maladie, il faut quand même la prendre en charge, cette maladie-là. Et on va voir tantôt qu'il y a des traitements autres que juste arrêter de fumer. Et pas qu'arrêter de fumer n'est pas une partie du traitement important. Oui, mais ce n'est pas la seule partie du traitement. On va revenir sur ce point-là. Et on peut voir ici sur le graphique, c'est quoi les gens qui sont susceptibles à la fumée de cigarette vont avoir un déclin de leur fonction pulmonaire accéléré. Et c'est la ligne en rouge qu'on a ici, par rapport à des gens qui ne fument pas ou des gens qui ne sont pas susceptibles à la fumée de cigarette. Donc, il y a une détermination, une prédétermination génétique qui fait que certains gens vont développer et d'autres gens ne développeront pas la maladie avec la même exposition. Ah! Le visage de la maladie change aussi. Pas seulement les gens sont plus jeunes. Qu'est-ce qu'on remarque ici comme visage? Des femmes. Donc, il y a 30 ans, la maladie était une maladie d'homme. Maintenant, la maladie n'est plus seulement une maladie d'homme. Et regardez ces chiffres ici qui nous viennent des États-Unis. Il y a quand même beaucoup de similitudes entre les statistiques qu'on a aux États-Unis et celles qu'on a ici au Canada. Et vous pouvez voir, alors que dans les 20 dernières années, il y a eu une augmentation ici de la mortalité chez les hommes de 13 % due à la MPOC, regardez l'augmentation de la mortalité due à la MPOC chez la femme, 185 %. Donc, on est en train, chez les femmes, d'égaliser la mortalité de celle chez les hommes par MPOC. Donc, ce n'est pas une statistique qui est très reluisante, qu'on veut avoir dans sa cour, mais on l'a actuellement dans notre cour. C'est quoi les autres différences? 5 % des femmes et 4 % des hommes. Donc, la prévalence maintenant de la maladie, elle est plus fréquente chez les femmes que chez l'homme, particulièrement dans les groupes d'âge en bas de 65 ans. 500 000 femmes diagnostiquées et plus de 4 000 meurent chaque année. Ça veut dire quoi, ces chiffres-là?
Je vais vous donner une comparaison qui parle beaucoup plus que les chiffres. Le double du taux de cancer du sein, donc la mortalité par MPOC, est le double de la mortalité par cancer du sein. On n'est pas en train de dire ici c'est quoi le mieux de mourir d'un cancer du sein ou de mourir de la MPOC. On est en train de présenter des chiffres pour montrer l'importance du problème. Donc, ces chiffres-là parlent beaucoup. Fumer semble avoir un impact plus grand chez les femmes aussi. Et on a certaines hypothèses pour expliquer ces différences-là. Vous avez à droite un homme et une femme de la même taille. Donc, on penserait que s'ils sont de la même taille, ils ont la même grandeur de poumon et ils ont exactement aussi les mêmes voies aériennes. Non. Les femmes, pour une raison qu'on ne connaît pas, même avec la même grandeur, vont avoir un poumon plus petit et des voies respiratoires plus petites. Donc, ces femmes-là qui fument et qui sont susceptibles à la fumée de cigarette, ça les met dans une situation qui sont à un désavantage par rapport à celui de l'homme. Plus grande limitation mécanique lorsque la maladie s'installe, plus d'atteinte donc d'essoufflement, d'intolérance à l'activité physique et de qualité de vie. Parce qu'ils partent à un désavantage. Donc, s'ils en perdent sur un petit poumon par rapport à l'homme, qui en perd sur un plus gros poumon, quand va venir le temps de faire un travail, une activité, même avec une maladie légère, ils vont être désavantagés. Donc, ça pourrait expliquer pourquoi les femmes sont plus symptomatiques. Et ce n'est probablement pas la seule raison pourquoi les femmes souvent vont exprimer aux médecins plus facilement leurs symptômes que les hommes vont le faire. Mais au point de départ, ils ont plus de raisons de le faire parce qu'ils sont désavantagés. Et ça, c'est des données qui sont bien connues. Donc, ça devrait nous amener à des considérations particulières chez la femme. On a des défis énormes. Et j'invite les gens à lire ce papier qui vient d'être publié dans le Lancet of Respiratory Medicine, qui est un papier d'une commission sur toute la situation qui entoure les soins ou la prise en charge des MPOC aux États-Unis. Et vous allez voir que beaucoup de points qui sont amenés dans ce papier-là sont des points qui nous concernent au Canada. C'est quoi, pour résumer, les plus grands défis auxquels on a à faire face? D'abord, c'est en soins primaires, en soins de première ligne. Plus de 50 des personnes atteintes d'MPOC ne sont pas diagnostiquées. Le diagnostic en soins primaires est souvent fait sans le test qui nous permet de faire le diagnostic, qui s'appelle la spirométrie. Est-ce que ça fait du sens de ne pas faire un test? Est-ce que ça fait du sens de ne pas faire une prise de sang pour mesurer le niveau sanguin de glucose, de sucre, si on suspecte que quelqu'un peut avoir un diabète? Est-ce que ça fait du sens de ne pas investiguer le cœur, faire un échocardiogramme, si on suspecte que quelqu'un a une insuffisance cardiaque? C'est une logique médicale qui est tout à fait naturelle. Est-ce que ça fait du sens de ne pas faire une spirométrie lorsqu'on a quelqu'un chez qui, à risque, avec des symptômes, pour un diagnostic de MPOC? Pas plus de sens. Mais on l'accepte. On ne devrait pas l'accepter comme patient. Vous avez une responsabilité aussi. Les médecins en ont, le système de santé, mais on ne devrait pas l'accepter comme patient. L'accès des patients à l'éducation sur la maladie, très important. Il faut outiller les patients. Moi, je ne vis pas avec mes patients au quotidien. Le patient vit avec sa maladie au quotidien. Il faut qu'il soit outillé pour être capable de mieux vivre avec sa maladie au quotidien. Les thérapies médicamenteuses, bons médicaments aux bons patients. Et les interventions non pharmacologiques sur lesquelles on va revenir et comment on peut donner un accès au traitement le plus efficace
pour améliorer la capacité à l'exercice, la capacité fonctionnelle et la qualité de vie, la réadaptation pulmonaire. Coordination des soins, très important dans toutes les maladies chroniques. Soins primaires et spécialistes, transition entre les services ambulatoires et les services en institution à l'hôpital. Reconnaître et diagnostiquer clientèle fumeuse, ex-fumeuse, avec symptômes respiratoires, spirométrie devrait être fait chez tous les patients. Le flare-up, on a parlé tantôt de l'exacerbation, cette crise qu'on pourrait dire pulmonaire, pour faire le parallèle avec la crise cardiaque pour les maladies coronariennes, c'est associé à une qualité de vie diminuée, déclin accéléré des fonctions pulmonaires, augmentation de la morbidité et de la mortalité et cause numéro 1 d'hospitalisation au Canada. La comparaison entre l'infarctus, la crise cardiaque et la crise pulmonaire, on peut voir que chez des patients hospitalisés avec une exacerbation, un fort pourcentage va décéder dans l'année, comme on le voit avec la crise cardiaque. Le taux de mortalité hospitalier est élevé aussi. Donc, pourquoi on accorde moins d'importance? Pourquoi les patients quittent l'hôpital et ne sont pas pris en charge comme on le fait avec la maladie cardiaque? Il y a un questionnement à faire à ce niveau-là. Le traitement pharmacologique, tout patient mérite un essai avec une médication. Le défi est toujours d'évaluer si le patient a une limitation liée à ses symptômes respiratoires. Pourquoi c'est un défi? Si vous êtes essoufflé à faire quelque chose, qu'est-ce que vous allez faire? L'adaptation la plus naturelle, c'est de ne pas faire ce qui nous essouffle. Si j'ai mal à une cheville, je vais éviter de marcher ou de me mettre en situation qui va augmenter la douleur. La même chose d'un point de vue respiratoire. Donc, c'est important comme médecin et vous de réaliser pourquoi je suis essoufflé. Est-ce que c'est juste à cause de l'âge? Est-ce que j'ai pris du poids? Est-ce qu'il y a autre chose? Mais on doit évaluer, si vous êtes à risque, que ça pourrait être en relation avec une MPOC. Il y a des médicaments. Les médicaments soulagent les symptômes. Vous allez dire, oui, mais les médicaments, on voudrait qu'ils guérissent. Dans la maladie chronique, la majorité des médicaments ne guérissent pas. Vous prenez de l'insuline pour le diabète. Pourquoi? Pour guérir votre diabète? Non. Pourquoi? Parce que si vous étiez en mesure de guérir le diabète avec l'insuline, vous pourriez arrêter l'insuline. Vous avez guéri le diabète. Non. Vous prenez l'insuline pour contrôler vos niveaux de sucre parce que vous avez le diabète. Vous prenez un médicament pour contrôler votre essoufflement dû à la MPOC parce que vous avez une MPOC. Donc, la MPOC n'est pas différente des autres maladies chroniques. C'est la même chose. Augmenter la capacité à l'exercice. Réduire le nombre et la gravité des exacerbations. Améliorer l'état de santé général. Donc, c'est le but principal de nos traitements pharmacologiques. Mais il y a tous les traitements non pharmacologiques. On a parlé de la cessation tabagique qui est très important. Si on arrête de fumer, on ne gagnera pas ce qu'on a perdu au niveau de notre capacité respiratoire. Mais on va arrêter de perdre de façon accélérée ce qu'on a fait pendant plusieurs années dû à la cigarette. L'éducation, on en a parlé. Outiller le patient. La vaccination, c'est le temps de la vaccination. Vous devriez être vacciné à ce temps-ci. Si vous n'êtes pas vacciné, s'il vous plaît, la première chose à faire dans la prochaine semaine ou deux, c'est votre vaccin antigrippal à chaque année. Oxygénothérapie chez les patients qui ont besoin d'oxygène, et il y a des critères bien précis. Réadaptation pulmonaire, on va en discuter.
Et on a maintenant des solutions chirurgicales et des solutions non chirurgicales qui sont vraiment pour certains patients très particuliers, des situations bien définies. La réadaptation pulmonaire, c'est le meilleur traitement que nous avons actuellement pour améliorer la capacité fonctionnelle et la qualité de vie. Et lorsqu'on regarde ici sur le graphique en bas, on peut voir que des médicaments importants et pour lesquels l'efficacité n'est nullement mise en doute améliorent la qualité de vie. L'échelle ici nous semble dans le négatif, mais le négatif sur cette échelle est une amélioration de la qualité de vie et atteint cette ligne ici à -4 qui est considérée comme cliniquement significatif. Et lorsqu'on regarde la réadaptation, il devient assez clair que notre barre ici, elle est du double presque de l'effet obtenu par nos médicaments. Donc, la combinaison d'un traitement pharmacologique avec la réadaptation pulmonaire, c'est la meilleure combinaison de traitements qu'on a à l'heure actuelle. On parle de combinaison de différents médicaments. Il semble y avoir un débat sur cette combinaison-là, mais je veux vous dire où il n'y a pas de débat. C'est la combinaison d'un traitement pharmacologique optimal avec la réadaptation pulmonaire. Aucun débat. Vous avez une carte ici pour vous rappeler le Canada, le Québec, où on est ici, et les petits points rouges. Une enquête récente qui montre le nombre de programmes de réadaptation disponibles à travers notre pays et à travers la province. Malgré le nombre 155, c'est moins de 1 % des Canadiens atteints de MPOC qui ont donc accès au traitement le plus efficace. Et ça, c'est en contraste par rapport à la réadaptation cardiaque, où 34 % des patients cardiaques à risque élevé, dans une étude récente, étaient référés en Ontario. Est-ce que les chiffres parlent? On n'a pas besoin de faire de trucage de chiffres ici. On n'a pas besoin d'être un statisticien ici. On n'a pas besoin de valeur P, comme on lit dans nos articles médicaux. La population et nos décideurs devraient être à même d'en tirer les mêmes conclusions qu'on peut tous en tirer ici. Est-ce que les patients sont référés? Dans une étude il y a plusieurs années, où on a demandé à des médecins de famille à travers le Canada, 16 %. Et on avait probablement des médecins de famille ici qui s'intéressent beaucoup à la MPOC. Parce que même 16 %, c'est un chiffre qui m'apparaît élevé. Mais seulement 16 %. Et de ces patients-là, seulement 60 % se sont rendus en réadaptation. Donc, c'est quoi votre devoir? C'est quoi notre devoir? Demandez à votre médecin de vous référer vers un programme de réadaptation pulmonaire. Je dis à mes collègues, je dis aux médecins de famille, est-ce que vous suivez des MPOC dans votre pratique? Oui. Si vous suivez des MPOC dans votre pratique, est-ce que vous avez référé dans la dernière année un patient dans un programme de réadaptation pulmonaire? Souvent, je ne vois pas beaucoup de mains se lever. Et après ça, je ne prends pas de chance, je leur demande, est-ce que vous avez déjà référé un patient en réadaptation pulmonaire? Et souvent, j'ai quelques mains qui se lèvent, mais à peine. Donc, problème dans la maison qu'on doit régler aussi. On a du ménage à faire dans nos connaissances. On a du ménage à faire dans nos pratiques. Comme patient, vous devez être avisé de ces choses-là et vous devez aider à amener ces changements-là. L'enseignement, l'éducation, qu'on parle à visée d'autogestion, vous devenez plus autonome au quotidien, une réduction de 43 % des hospitalisations lorsque c'est mis en place avec ce qu'on appelle un intervenant pivot qui va vous aider à cheminer, qui va vous faire le coaching approprié. Amélioration de la qualité de vie.
démontré dans nos grandes revues systématiques. D'où tout ça venait? Le leadership au Canada est excessivement fort dans la maladie pulmonaire obstructive chronique et la recherche. Okay, on est un des pays au monde, okay, qui a contribué, qui continue à contribuer par les nouvelles connaissances, des approches thérapeutiques de prise en charge et la démonstration de l'efficacité comme aucun pays ou peu de pays le font. Et malgré ça, cordonnier mal chaussé. Un des premiers programmes qui a fait la démonstration, et mieux vivre avec une MPOC, qui est mis en place à travers le Québec, à travers le Canada, a déjà près de 20 ans, avec l'encadrement d'un professionnel, et déjà, dans l'une des premiers essais cliniques randomisés, montrait une réduction de 40 % des hospitalisations par rapport au groupe contrôle de soins usuels. Est-ce que vous connaissez un traitement qui a une efficacité aussi importante que ça? Avec le potentiel de sauver des coûts, parce qu'à cette étude-là, une analyse de coûts a été faite et des publications ont été faites. Ça date déjà de 15 à 20 ans. Pourquoi qu'on n'a pas mis en place? Pourquoi que les ressources n'ont pas été mises en place? C'est fait à l'unité encore, par la croyance, chacun des milieux. Et si on a réussi à le faire au Québec mieux que partout ailleurs au Canada, et c'est en train de s'étendre au Canada, c'est pas parce qu'on a eu une grande politique de changement due au résultat d'une étude. Donc, cette étude-là est restée assez silencieuse et c'est au fur et à mesure, les gens, les professionnels ont commencé à mettre en place, et les gens connaissent bien, le programme Mieux vivre, le programme d'autogestion, qui est un programme public qui a continué à s'améliorer au cours des 15-20 dernières années. Inscrivez-vous, vous devez vous inscrire. Comme professionnel de la santé, vous pouvez vous inscrire. Comme patient, vous pouvez vous inscrire. Et vous allez avoir accès, vous allez pouvoir en parler avec votre professionnel de la santé, votre infirmière, votre inhalothérapeute, votre médecin aussi. J'aimerais finir par remercier, en fait, bien sûr, mon institution, remercier aussi tous les gens qui ont travaillé au programme Mieux vivre depuis 20 ans et plus, l'Association pulmonaire du Québec. Si vous avez des questions, communiquez avec votre association. Ici au Québec, l'Association pulmonaire du Québec. Des gens vont vous donner réponse à vos questions. Où sont les programmes de réadaptation pulmonaire? Où sont les programmes pour l'arrêt tabagique? Qu'est-ce que je devrais faire dans telle situation? Donc, l'Association pulmonaire du Québec. Remercier aujourd'hui pour l'événement qu'on a mis en place pour cette grande journée mondiale de la MPOC. L'industrie pharmaceutique est derrière nous, fait de bonnes choses, et aujourd'hui, elle est derrière nous, comme la compagnie AstraZeneca. Mais le plus important, c'est vous remercier, patients, qui avez écouté cette présentation, parce qu'on a surtout besoin de vous. Vous pensez que vous avez besoin de nous? Oui. Mais on a besoin de un et l'autre. Et on va pouvoir avancer, continuer à améliorer les choses par votre engagement. Comme patient, famille, aidant naturel et, bien sûr, les gens qui vous entourent. Merci beaucoup.